On va dire la vérité, les politiques n'ont jamais cru à la géothermie. Ah ouais? Oui, en France, mais surtout en Guadeloupe. Il a fallu qu'en 2014, Madame Ségolène Royal qui passe, bon, apparemment elle a vu de la lumière à Bouillante et elle s'est dit tiens, elle va s'arrêter. Elle s'est arrêtée à Bouillante et elle a dit ah ben tiens, il y a une centrale. Ah ben tiens, elle est unique en France. À l'époque, son conseiller en énergie, c'était Nicolas Hulot. Elle a pris devant nous, elle a pris son téléphone, elle a appelé, elle a dit « Nicolas, il faut que tu passes rapidement voir, il y a un truc exceptionnel à la géothermie. » Et c'est de là que la géothermie est vraiment ressortie à la lumière. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Régénération Caraïbes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un trésor caché sous notre volcan, un trésor qui nous permet de produire de l'énergie stable et durable. Vous l'aurez deviné, il s'agit de géothermie. Cette technique qui nous permet de produire de l'électricité à partir de la chaleur du sol. Et pour ça, nous avons un invité spécial qui connaît extrêmement bien le sujet, Monsieur Bernard Hira, qui est le directeur qualité, sécurité, environnement de l'usine géothermique de Bouillante, Ormat, qui va nous parler de tous ces aspects-là. C'est un épisode un peu technique. Vous allez voir, c'est aussi un épisode qui nous donne de beaux espoirs sur l'avenir de la Guadeloupe et de la Caraïbe. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite un super bon épisode et je vous dis à très bientôt dans Régénération Caraïbes. Bonjour, Bernard Hira, directeur qualité, environnement, sécurité à la géothermie de Bouillante. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la géothermie de Bouillante et je remercie Monsieur Bertrand Viré de m'avoir invité. Bonjour Bernard, bienvenue dans l'émission. Bonjour Bertrand, heureux d'être parmi vous ce matin. Oui, alors ça fait un bout de temps qu'on avait envie de faire cette émission avec toi parce que la géothermie, on en entend parler pas tous les jours, mais presque en Guadeloupe. En tout cas, nous, dans notre métier, dans l'environnement. J'ai envie de commencer par une question super simple et en même temps, un petit exercice compliqué. Nous résumer la géothermie à Bouillante. Comment ça fonctionne en une minute? Alors, ça fonctionne assez bien, pour pas dire. Mais sinon, concrètement, comment fonctionne la géothermie? La géothermie, c'est on a fait des forages depuis plusieurs années, hein. On n'a pas attendu sur les investisseurs actuels. Donc, des forages ont été effectués. Ça va de 1100 mètres à 2500 mètres de profondeur. Donc, on dit en moyenne, on va récupérer de l'eau aux alentours de 1500 mètres de profondeur. Okay. De l'eau très chaude, de l'eau, je dis bien, sous forme liquide. 250-270 degrés 25 bars, aux alentours de moins 1500 mètres. Et le fait d'ouvrir nos vannes au niveau de nos forages, donc ce fluide va remonter naturellement, bien sûr, qui est en pression. Je rappelle qu'on est en pression atmosphérique. Donc 25 bars, ça va remonter. Il va y avoir des pertes en charge au niveau des tuyaux, qu'on appelle des casings. Et donc il va y avoir chute de pression, chute de température. Et au niveau 0 mètre, on va se retrouver avec un fluide, au lieu d'être monophasique, sous forme liquide, qui sera diphasique, sous forme eau-vapeur. Et nous, pour produire de l'électricité, bien sûr, il nous faut de la vapeur. Donc, on va séparer cette eau-vapeur dans un grand cylindre qu'on appelle un séparateur, tout simplement. Ouais. Par densité, la vapeur étant plus légère, on va récupérer la vapeur en hauteur. Et ensuite, on va envoyer cette vapeur sur nos 2 turbines actuelles pour pouvoir transformer cette énergie de la vapeur, l'énergie enthalpique de la vapeur, en énergie mécanique grâce à la turbine. Couplé à un alternateur, c'est un aimant, hein, tout simplement, on va faire tourner l'alternateur. On va transformer l'énergie mécanique en énergie électrique grâce à l'alternateur. Et ensuite, on va délivrer cette énergie sur le réseau d'EDF. Génial. Et donc ça tourne en permanence parce que ton eau souterraine, elle est toujours là sous pression? Alors, elle est toujours là, bien sûr. Alors, ce réservoir est alimenté, bien sûr, par les infiltrations d'eau de mer. Et un petit peu d'eau provenant de la montagne, d'eau douce, de pluie. Donc, on dit 2 tiers d'eau de mer, 1 tiers d'eau douce, d'accord? Donc, par contre, il faut gérer quand même ce réservoir. Il va y avoir une alimentation directe du réservoir par les deux sources eau douce, eau de mer. Et nous, on va extraire. Donc, pour ne pas déséquilibrer le réservoir, nous, on va surveiller la pression au sein du réservoir. Et c'est ça qui est important. Donc, on ne peut pas extraire plus par rapport à ce qui rentre. Sinon, on va déséquilibrer le réservoir. Donc, ça, c'est notre
notre deal de tous les jours de pouvoir, et c'est ce qu'on nous impose au niveau de l'arrêté préfectoral, c'est de surveiller cette pression pour ne pas descendre en dessous et ne pas se retrouver sur la courbe de vaporisation de façon à vaporiser sous terre. Et pourquoi? Et le risque, c'est de vaporiser sous terre. Je vous ai dit qu'on était sous forme liquide. Un liquide est incompressible. Donc la terre qui est au-dessus est retenue par un liquide incompressible. Ouais. Mais imagine que si on vaporise, on a une poche de vapeur. Cette poche de vapeur, la vapeur est incompressible, la terre va commencer à s'effondrer. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Un geyser. Est-ce que c'est dangereux? Non, c'est pas dangereux. Il y en a qui payent très cher pour aller à Yellowstone, pour aller en Islande, pour faire des photos derrière les geysers et tout ça. Mais nous, on est producteurs d'électricité. On a un arrêté préfectoral qui nous impose de respecter justement cette réglementation de pression, de ne pas descendre en dessous pour ne pas vaporiser. Donc, notre risque, si ça nous arrive, c'est qu'on nous enlève cette autorisation d'exploiter et on se retrouve concombre sans graines. Mais alors du coup, tu dis, donc c'est vrai qu'il y a des gens qui payent pour aller voir des geysers, mais moi, si tu me dis que la réserve d'eau sous la terre, elle peut se vaporiser, potentiellement, si vous surveillez mal, mais là, c'est pas le cas. Si jamais ça se vaporise sous la terre, ça fait un geyser, mais est-ce qu'il n'y a pas des risques d'effondrement aussi ou d'affaissement du sol? Alors, il pourrait y avoir, je pense que tu fais référence à ce qui s'est passé à Strasbourg, mais l'histoire de Strasbourg, c'est qu'ils ont injecté de l'eau sous pression et ils ont créé des séismes. Alors que nous, on va extraire quelque chose justement en respectant cette pression de ne pas descendre en dessous par rapport à l'alimentation du réservoir. Donc, il n'y a aucun risque. C'est deux phénomènes différents par rapport à ce que tu fais référence. Okay. Et en plus de ça, on a 6 stations sismiques tout autour de la centrale qui surveillent en permanence et que dès qu'il y a quelque chose, je dirais... Il faut savoir qu'en Guadeloupe, on est sur un terrain propice à tout ce qui est tremblement de terre. En gros, en moyenne, par mois, c'est entre 200 et 400 séismes. Alors, non ressentis, la plupart, mais que les stations sismiques, les capteurs, identifient et captent justement ça. Mais non, nous, par rapport... Et donc, je vais juste te préciser... Pour gérer le réservoir, on va injecter de l'eau chaude. Je vous ai dit qu'on faisait la séparation entre la vapeur, mais il nous reste quand même 80% à peu près d'eau chaude. Et cette eau chaude, au lieu de refroidir et de rejeter directement à la mer, on va récupérer une partie et on va injecter dans un puits de réinjection. C'est ce que j'allais te demander, ouais. De façon à pouvoir justement pérenniser ce réservoir, c'est-à-dire maintenir à nouveau encore plus cette pression. Et justement, pour ne pas descendre en dessous, il n'y a pas de risque puisque c'est surveillé, mais on ne sait jamais, ne pas descendre en dessous, grâce à la réinjection. Et c'est ce qu'on vient de faire. On vient de faire 3 forages l'an dernier supplémentaires et deux destinés à la réinjection, tellement que c'est important, justement, à la sécurité, et le troisième qui est destiné à l'exploitation. Super. Alors, on reparlera tout à l'heure des investissements actuels et de ce que vous projetez de faire dans l'avenir. Alors, c'est quand même un site exceptionnel parce que, à ma connaissance, c'est le seul de toute la Caraïbe. Alors, elle est unique. C'est le seul site en France produisant de l'énergie à partir de la géothermie. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais j'ai entendu dire qu'il y a de la géothermie en métropole. Effectivement, c'est vrai. Mais vu la température de l'eau, ils ont du mal, ils ne dépassent pas à peu près les 90 degrés. Donc, ils vont l'utiliser justement, cette géothermie, pour pouvoir chauffer. Par exemple, le chauffage au niveau de Orly, Roissy, tout le bassin parisien, il y a beaucoup d'immeubles où c'est chauffé grâce à la géothermie. Mais ils ne peuvent pas produire parce que nous, on a un site qui est exceptionnel, justement, 250 degrés à moins 1500 mètres. C'est exceptionnel. On trouve ça, il y a très peu de pays, mais bien sûr, il y a les pays où ils font de la géothermie, l'Islande, la Nouvelle-Zélande, dans le Nevada, toute la partie US, l'Indonésie, mais voilà. Et nous aussi, donc on est quand même assez fiers d'avoir ça. Ben oui, parce que c'est vrai que la distinction, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément très techniques, la distinction, c'est qu'ici, on produit de l'énergie électrique grâce à l'énergie thermique, de la géothermie.
Tandis qu'en métropole, où on utilise simplement la chaleur du sol, on vient faire passer dans les bâtiments pour... Soit directement, ou soit par l'intermédiaire d'un fluide caloporteur, qui est de l'eau, suivant la qualité intrinsèque du fluide géothermal. Si c'est trop calcaire, il y a trop de produits, donc on va réchauffer un fluide et qu'on va faire passer dans les radiateurs comme on fait avec une chaudière à la maison, Ouais. dans les immeubles et tout qu'on a connus en métropole. Complètement, d'accord, super. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire de ce site? L'histoire, ça a démarré dans les années 60, 63 plus exactement. Donc le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, hein, reconnu en métropole et même au niveau international. D'ailleurs, toute la France a été scannée, justement. Les scans, quand on parle les villes peuvent délivrer des permis de construire, justement, en faisant référence, justement, aux recherches du BRGM. Donc, ils connaissent très bien le sous-sol, nos sous-sols en France. Et donc, c'est eux qui ont décidé, justement, Bouillante, c'est pas appelé Bouillante, hein, Bouillante, ça s'appelait Fontaine chaude avant. Donc, il y avait de la vapeur qui sortait, donc ils se sont dit peut-être qu'il y a un potentiel. Donc, ils ont fait des carottages, ils ont fait des petits forages, et ils ont vu qu'il y avait un potentiel. Bon, pour avoir un potentiel, pour dire qu'on peut mettre une turbine en place, il faut faire des essais, voir que c'est comme dans le pétrole, on fait un puits, mais si ça donne sur 10 jours et puis qu'il n'y a plus rien, c'est pas la peine. Il faut que ça puisse donner sur des années, de façon à ce que ça soit rentable pour celui qui investit, l'investisseur. C'est pareil, la géothermie. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont fait des recherches et ils ont fait un forage en 1970, le BO2. Et ils en ont fait 3, mais 2 qui ne donnaient pas suffisamment. Et donc, ils ont rebouché. Ils ont gardé le premier forage dans les années 60, en 70. Et donc, il a fallu... Ils ont dit, OK, ça, ils ont fait des tests et tout, des calculs de débit vapeur et tout ça. Donc, ils ont installé en 1986 la première turbine de 4,5 MW. Et pendant 20 ans, cette turbine, qui était la première en France, est restée une turbine expérimentale. Donc, il y avait EDF, bien sûr, là-dedans, comme partenaire. Et donc, ils ont fait des essais pour voir comment ça pouvait fonctionner. Et en même temps, ils ont fait des recherches aux alentours de Bouillante, ce qu'on appelle, il y a une section plateau, à 600 mètres au vol d'oiseau, en haut. Et ils ont fait des forages et ils ont vu que ça pouvait donner, il y avait un potentiel supérieur à ce qui est au premier puits. Donc, ils en ont fait 4 supplémentaires. Et sur les 4, donc, il y en avait vraiment 3 qui donnaient. Et un, ils l'ont gardé en observation, justement pour contrôler et surveiller la pression au sein du réservoir. Et donc, sur les 3, ils ont dit, mais on a un débit vapeur supérieur au premier forage de 1970, on va pouvoir compléter avec une autre turbine. Et c'est ce qui a été fait en 2006, 20 ans, 2005, 2006, 20 ans après. Donc, ils ont installé une turbine de 11 MW. Donc, qui existe jusqu'à aujourd'hui. On dit qu'on a une installation d'une puissance installée de 15 MW. On enlève les virgules, on dit 4 plus 11, 15 MW installés. Bon, on parlera de la nouvelle tranche tout à l'heure. D'accord. Donc 15 mégawatts, ça représente à peu près 7% de l'électricité de l'île? Tout à fait. On est à ce jour on est à 7% environ de l'électricité produite au niveau de la Guadeloupe. D'accord. Il y a eu un changement. Alors, c'est-à-dire que ça a été initié par... C'était EDF qui était à la base de ça, ou il y avait c'était un projet régional, ou... Est-ce que tu sais? Non, alors il y a eu le BRGM qui Ouais. était partenaire, EDF aussi qui était partenaire. Bon, il y avait des groupes Eurafrep et tout ça. Mais c'est surtout EDF et le BRGM D'accord. qui portaient le projet. Ok, puis ensuite, ça a été racheté, on en parlera plus tard Oui. dans l'histoire voilà, administrative du site. Mais il y a une question que je me pose quand même, du coup.
si on a ce potentiel-là en Guadeloupe, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas naître les mêmes types de projets sur les îles voisines qui sont super similaires, type Dominique, Martinique, et puis en fait tout le petit arc en fait entier qui est volcanique, quoi. Alors, tu me posais la question sur l'historique de la géothermie. Il faut savoir que, ça c'est les géologues qui disent que pourquoi il y a de la géothermie dans tout l'arc antillais, Ouais. les petites Antilles, en partant de Saint-Kitts, en descendant jusqu'à Sainte-Lucie, Antigua et tout ça, en passant par la Guadeloupe, la Dominique, qui a un potentiel non négligeable, et toutes les petites îles concernées. Ils disent qu'il y a eu, il y a 600 000 ans, allez, on n'est plus à 100 000 ans près, des mouvements tectoniques, et c'est ça ces mouvements ont créé des failles, et c'est ces failles qui ont amené de la lave, de roches en fusion et tout ça, à pouvoir réchauffer ce réservoir à bouillante. Donc, au départ, c'est ça. Maintenant, effectivement, tout l'arc antillais est concerné. Donc, si vous venez visiter la centrale, on a une belle carte où justement on voit l'arc antillais avec le potentiel dans chaque île. Montserrat est concerné. Il y a un potentiel énorme. Alors, pourquoi ça n'a pas plus évolué? Parce que déjà, au niveau de Bouillante, de la Guadeloupe, c'est que effectivement, ils ont mis à peu près de 70 à 2006. Ils ont quand même installé, ils font des forages, donc ça n'a pas chômé. Okay. Mais après, c'est resté en stand-by parce que on a les politiques qui n'accompagnaient pas. Parce qu'il faut savoir que les autorisations et tout ça, et puis en plus de ça, les recherches étaient là, les recherches avaient été faites, parce que c'est ce qui est plus long en géothermie, c'est les recherches, l'exploration, ensuite il faut passer à la phase construction et à la phase exploitation. Tout ça il faut à peu près 10 ans. Mais c'est que les politiques, on va dire la vérité, les politiques n'ont jamais cru à la géothermie. Ah ouais? Oui. En France ou En France, mais surtout en Guadeloupe. Ouais. Et il a fallu qu'en 2014, c'était elle, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, Madame Ségolène Royal qui passe. Et apparemment, elle a vu de la lumière à Bouillante et elle s'est dit, tiens, elle va s'arrêter. Elle s'est arrêtée à Bouillante et elle a dit, ah ben tiens, il y a une centrale. Ah ben tiens, elle est unique en France. Et donc, à l'époque, son conseiller en énergie, c'était Nicolas Hulot. Elle a pris devant nous, elle a pris son téléphone, elle a appelé, elle a dit, Nicolas, il faut que tu passes rapidement voir, il y a un truc exceptionnel à la géothermie. Et c'est de là que la géothermie est vraiment ressortie à la lumière. Alors, grâce à elle, je ne sais pas si on l'a aidée ou pas, mais en tout cas, c'est de là où on a commencé à parler de l'énergie, du potentiel en géothermie, ce qu'on pouvait faire. Et bien sûr, il y a eu les lois au niveau de la transition énergétique qui fait que les gens se sont intéressés un peu plus à la géothermie. Parce qu'il faut savoir que la géothermie, c'est une énergie stable sur le réseau, contrairement à ce qu'on appelle les énergies fatales, donc le photovoltaïque et les éoliennes. Donc, on n'a pas la marée ici, mais c'est un peu pareil aussi. On peut utiliser la marée pour produire de l'énergie, comme en Bretagne. Mais donc, cette énergie, elle est recherchée par EDF parce que le réseau, ça rend pas instable le réseau d'EDF. Oui. Donc, c'est stable, 24 heures sur 24. C'est stable et puis, alors peut-être que je me trompe, mais en termes de coût de l'énergie produite, est-ce qu'on arrive à être compétitif avec... Alors, justement, on ne l'était pas avant, justement, suite au passage de Madame Ségolène Royal. Donc là, elle a dit oui, mais bon, il y avait quand même une part de l'argent public qui était dedans. Donc elle a dit, donc il faut faire quelque chose. Et c'est de là qu'on a eu ouverture du capital. On en reparlera tout à l'heure avec l'arrivée d'un nouvel investisseur qui s'appelle Ormat. D'accord, qui est l'investisseur majoritaire actuellement. Et là, donc, qui est numéro 1 en géothermie dans le monde, qui possède plusieurs centrales, qui construisent, qui exploitent,
qui vendent des centrales, donc, et ils font les forages, ils ont un pôle pour construire les turbines alternateurs, pour faire des forages, les 3 forages qui ont été effectués. Donc, c'est une équipe qui est arrivée des États-Unis. Voilà. Donc, Donc il y a une vraie expertise qui il y est a une arrivée. vraie expertise au niveau les géologues, c'est pareil. Donc, ils ne se sont pas trompés, parce qu'on peut se tromper dans les forages. Donc, il y a eu 3 forages, et 3 forages, ils sont tombés là où ils voulaient tomber. Ok. Wow. Donc, Oui, parce que ça coûte très cher un forage. un forage, c'est entre 5 et 7 millions d'euros. Waouh. Donc, on ne peut pas se rater. Ah oui. Enfin, Ça coûte presque plus cher que l'installation elle-même. Ou enfin, c'est pas. à l'installation au niveau d'une centrale, L'installation, c'est quoi? C'est plusieurs dizaines, centaines de millions? l'installation d'une centrale, là, on y est, hein, on est aux alentours de 80 millions d'euros. C'est ça. Ouais. 80 millions d'euros. Mais entre 5 et 7 millions pour un forage, il ne faut Mais pas qu'on se rate. faut pas se rater là. Alors, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, mais ils sont tombés, ils ont de la chance, ils ont fait du 100%. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est vrai que ça avait été à l'époque un peu controversé quand on a vu que c'est comme un petit joyau de la Guadeloupe qui était détenu par EDF et qui a été racheté par un groupe, je pense que c'est américain, Ormat. Ce qu'on dit peu souvent, c'est que c'est pas juste un rachat, c'est une vraie expertise qui est arrivée et qui permet d'optimiser le site, quoi. Voilà. C'est pas un fonds de pension qui arrive des États-Unis ou d'ailleurs et tout. Ce sont de vrais professionnels, des experts dans le domaine de la géothermie. Ils ont l'habitude. Eux, ils fêtent cette année leurs 60 ans. Mhm. Donc, alors, c'est vrai qu'on dit c'est un groupe américain, mais au départ, Ormat, c'est un groupe israélien. D'accord. C'est un groupe israélien. Bon, il n'y a pas de géothermie en Israël. Non. Mais cela n'empêche, ils ont monté, c'est monté en puissance rapidement. Ils ont pu construire des centrales dans le Nevada ou ailleurs, hein, de partout dans le monde. Coté en bourse, à New York. Donc, près d'1 milliard de chiffre d'affaires. Alors, par rapport à de grosses boîtes, ça reste une petite boîte, mais quand même avec des compétences et des experts dans tous les domaines au niveau de la géothermie. Ouais. Du forage, de la recherche, forer, et construire les centrales et exploiter les centrales. Ouais. Donc, ils font tout de A à Z. Et donc, tu dis que depuis ce changement-là, le coût de l'énergie devient plus accessible ou Alors, le coût de l'énergie avant l'arrivée d'Ormat, c'est que le groupe qui est Géothermie Bouillante, administrativement jusqu'à aujourd'hui, on reste une filiale d'Ormat, ouais. Comme toutes les centrales d'Ormat. Ormat, c'est la maison mère. Mais effectivement, le prix de vente était à l'époque, avant l'arrivée, c'était aux alentours de 130, 125, 130 euros par mégawattheure. Ok. Donc, Ormat a dit oui, j'en veux bien venir, investir, faire des choses. Il y a un potentiel non négligeable. On est aux alentours, là, maintenant, il a dit, il faut revoir le prix de rachat. Et actuellement, on est aux alentours de 170 euros par mégawattheure. Là, ça, c'est le prix auquel vous vendez. Donc, nous, on vend à EDF. Mais il faut savoir, il faut le dire aussi. Donc là, on parle de géothermie, d'énergie renouvelable, et c'est la plus propre. D'accord ? Oui. On n'injecte rien, on rajoute rien, tout est rejeté à la mer, et c'est bien sûr, comme je vous ai dit, 2 tiers de mer qui alimentent le réservoir, et 1 tiers d'eau douce. Mais il faut savoir que, par exemple, les autres énergies sont revendues plus chères, renouvelables, au niveau du solaire, au niveau du photovoltaïque, au niveau de la biomasse. Le solaire se vend plus cher ? Oui, le solaire se vend un peu plus cher. C'est en sachant que derrière, il y a quand même le traitement des déchets, il y a les batteries, il y a les pastilles en silicium des panneaux. Oui. Et puis surtout, la grosse différence, c'est comme tu disais, c'est que ce n'est pas de l'énergie stable. Et c'est surtout pas stable, ce qu'on appelle de l'énergie fatale. Ouais. Super intéressant. Alors, du coup, cette expertise qu'on a développée là et qu'on a actuellement,
il a été question à un moment donné d'en faire une valorisation, mais sur le plan intellectuel et éducatif, avec un pôle d'excellence de la géothermie. Parce que finalement, quand on regarde ça, alors certes, on valorise vraiment la géothermie, on produit de l'énergie durable et stable, mais on pourrait aussi intervenir et former des jeunes pour rayonner dans la Caraïbe et dans le monde et expliquer quelles sont les actions à ce niveau. Alors, effectivement, depuis quelques années, on parle de pôle d'excellence au niveau de la géothermie. Donc, bien sûr, les partenaires sont la région, l'université, l'ADEME, bien sûr, nous, Géothermie Bouillante, il y a d'autres partenaires, mais voilà. Mais déjà, ceux-là, ils sont là et j'ai discuté avec Madame Bernard, Marie-Lise, justement, qui s'occupe aussi de ça. Et ils sont pas loin, justement, de monter cette association de façon à de façon à pouvoir, au niveau de la Caraïbe, de diffuser l'information, de former justement des jeunes de Guadeloupe pour qu'ils puissent par la suite aller au niveau des petites îles qui nous entourent, dont la Dominique, puisqu'il y a un potentiel non négligeable au niveau de la Dominique. Je reviens des États-Unis le week-end dernier, donc on remet même à des projets au niveau, on a parlé de Saint-Kitts et Nevis, ils ont des projets. Alors, on va pas se voiler la face. Ormat est arrivé ici, chez nous, en Guadeloupe, donc a mis un pied en France, donc en Europe, et au niveau de la Caraïbe. Je vous ai parlé de l'arc antillais, il y a un potentiel non négligeable. Ormat a breveté un système qu'on parlera tout à l'heure, un ORC, c'est un échangeur de chaleur. On va économiser de la vapeur, parce que c'est un process différent. Actuellement, on utilise de la vapeur, donc il nous faut une quantité de fluide géothermal. Et donc l'eau chaude, justement, va nous permettre de vaporiser un fluide en circuit fermé, comme le circuit tout ce qui est climatiseur. C'est le même principe. On va vaporiser, on va remplacer comme la vapeur, on va l'envoyer sur la turbine et après on va condenser et ça va être stocké dans un réservoir et ainsi de suite. Ça va être le circuit exactement et c'est un fluide, c'est le même fluide qu'on utilise pour les climatiseurs. C'est un fluide réfrigérant. Donc, on va économiser au niveau en exploitation, au niveau de l'extraction du fluide géothermal. Et donc, on va moins tirer sur le réservoir. Donc, ça va nous permettre de pérenniser encore plus longtemps ce réservoir. En gros, vous faites un échangeur de chaleur entre un fluide. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. On va utiliser l'eau séparée au lieu de rejeter une grosse partie actuellement refroidie, rejetée à la mer. Ouais. Je rappelle qu'on ne peut pas dépasser les 45 degrés. Ouais. Et il y a beaucoup de baigneurs qui me disent « Ah oui, mais bon, elle est trop chaude ou elle est trop froide. » Non, on ne peut pas dépasser. C'est 45 maximum, c'est la loi. Et j'y veille justement, parce que c'est normal, c'est mon boulot, pour ne pas dépasser cette contrainte qu'on nous impose. Et donc à l'avenir, parce que alors là, pour ceux qui ne connaissent pas, en Guadeloupe, à Bouillante, en face de l'usine, c'est un spot quasiment touristique maintenant, et même pour les locaux, beaucoup de gens viennent se baigner dans l'eau de la baie. Moi, je suis arrivé en 2013 à Bouillante. Je voyais, il y avait beaucoup de touristes et je voyais très peu de Guadeloupéens, et dont les Bouillantais. Et donc, j'allais voir les riverains à côté pour leur dire il faut y aller. C'est mieux que les cures thermales, au lieu de payer de l'argent et tout, c'est gratuit, on a tout ce qu'il faut. Il faut y aller. Moi, j'y allais, j'ai des problèmes de dos et tout, et je dors bien, ça me fait du bien et tout. J'y vais quand je peux 2-3 fois par semaine. Et vraiment, c'est agréable. Allez-y. Elle est un peu soufrée, cette eau, c'est ça, non? Elle est soufrée. Alors, il y a cette odeur d'œuf pourri. C'est de l'hydrogène sulfuré. C'est le même gaz dégagé par les sargasses. Ouais. Donc, ce sont des gaz, au départ, qui sont dissous sous terre. Et quand on va justement changer de pression et de température, puisqu'on va diminuer la pression, on va se retrouver avec un fluide, comme je vous ai dit, au niveau 0 mètre, aux alentours de 8 bars, 200 degrés. Donc, les gaz qui étaient dissous vont réapparaître et vont se combiner, l'hydrogène et
le SO2, pour former du dioxyde, de l'hydrogène sulfuré, Ouais. et cette odeur d'œuf pourri. Voilà. Après, c'est comme tout gaz. Est-ce qu'un gaz est dangereux? Je vais dire non, et je vais dire suivant la concentration et suivant l'exposition. Donc, c'est comme dans le nucléaire, temps, écran, distance. Donc, si je m'éloigne du danger et du risque de tomber dans les grappes et tout ça. Voilà. D'ailleurs, je parlais de ça avec un ami géologue et on se posait la question, si tu parles d'hydrogène, est-ce qu'il y aurait moyen de capter de l'hydrogène à la sortie là, de la vapeur Est-ce que... Alors, on pourrait capter de l'hydrogène H2O. Je rappelle qu'en tant que sous-marinier, nous, on prenait de l'eau de mer, on séparait les deux molécules, on gardait l'oxygène, on virait l'hydrogène. C'est dangereux pour un sous-marin et ça nous permettait de respirer pendant 2 mois et demi. C'était l'appoint en oxygène, ce qu'on consommait. Et le CO2 qu'on respirait, on rejette, et l'hydrogène, oui, parce que c'était dangereux pour nous. Bien sûr, on peut le faire, mais on n'a pas besoin de la géothermie pour faire ça. Non, non. Maintenant, pourquoi ne pas prendre de l'eau directement? Ouais, ouais, c'est comme je me disais que tout ça en mélange gazeux, je me disais peut-être que c'est plus simple. Alors, On va... oui, alors l'université était intéressée à faire ça. Ok. Ormat a dit oui, mais nous, on est producteur d'électricité à partir de la géothermie. Ouais. On ne peut pas non plus coupler à côté de ça. Alors, si ça reste de la recherche, pourquoi pas? Mais si c'est pour pouvoir faire un business autre, c'est incompatible avec le business d'Ormat. Ouais, complètement. Voilà. Bon, ok. J'aimerais bien faire un petit zoom sur ton parcours, parce que là, tu nous as vendu un collet à mèche, tu as dit que tu étais sous-marinier, tu as vu quand tu étais dans les sous-marins. Comment est-ce que tu es arrivé à ce poste clé, on va dire, dans cette usine Au niveau de l'énergie renouvelable. Alors, il faut savoir que moi, effectivement, après mon bac, je me suis engagé dans la marine, puisque soi-disant, je travaillais trop. Et en fin de compte, quand je suis arrivé dans la marine, donc ma première affectation, ça a été faire les essais nucléaires à Mururoa, sur un remorqueur 4000 chevaux. Et donc en 85, 86, 87 même. Et donc oui, c'est là que j'ai vu qu'il y avait au niveau de l'armée que on pouvait faire il y avait des métiers exceptionnels. Et donc c'est de là que j'ai décidé de me porter volontaire, parce que c'est un volontariat pour aller au sous-marin nucléaire. J'ai eu la chance d'être apte déjà, parce que c'est quand même, on passe devant pas mal de psychologues et tout, parce que passer 2 mois et demi sous l'eau sans remonter, il faut quand même avoir un mental d'acier, donc on est quand même sélectionné, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et voilà. Et donc, j'ai eu de la chance d'être pris. Et donc, j'ai pu faire 12 ans au sous-marin nucléaire. Et mon poste, c'était justement de piloter un réacteur nucléaire. Donc, piloter un réacteur nucléaire, ça veut dire que contrôler la puissance neutronique. Donc, par des barres de sécurité qu'on appelle des barres en hafnium. C'est un bouffeur de neutrons. Donc, on va contrôler la puissance neutronique. Donc, par exemple, quand le commandant nous demande tant de nœuds, on va augmenter la vitesse. Donc, il va falloir augmenter la puissance neutronique derrière. Donc, moi-même, on va soulever, on va faire des manips. Après, ça reste notre sauce. Et voilà, mais ça a été un métier passionnant. Et donc, à l'issue de ça, donc j'ai fait ça pendant 12 ans, 18 000 heures de plongée sous l'eau, ce qui était déjà pas mal. Donc, arrivé à 35 ans, j'ai dit, je vais quitter, pour voir autre chose. Et donc, j'ai pris ma retraite après 16 ans dans la marine. Et 4 jours après, j'étais dans un avion pour les plateformes pétrolières où j'ai travaillé pendant 3 ans pour Schlumberger en tant que chef mécanicien au Gabon. Après, j'ai fait 2 ans en Égypte pour commissioning, démarrage de centrale. Ça, c'était pour EDF. Et donc, j'étais avec ma famille. Mes 2 filles étaient en bas âge et on a passé 2 ans là-bas. Magnifique, c'était bien. Donc, je me suis régalé. Et donc, il y a Albioma, qui s'appelait la compagnie thermique, en 2004, est venu me proposer pour venir travailler en tant que chef du département d'exploitation. Donc, je suis arrivé, j'ai pris
les fonctions le 1er juillet 2004 jusqu'à 2013. Fin février 2013, j'ai quitté pour aller à Bouillante en tant que directeur QHSE. Ouais, Et jusqu'à aujourd'hui. d'accord. Parcours simple. Oui, simple, mais pas commun non plus, on va dire. Et du coup, une bonne connaissance de l'énergie en Donc, je suis parti de l'énergie nucléaire. nucléaire, en passant par les énergies, le pétrole et tout ça, et en passant aussi en Égypte par, c'était une chaudière, c'était gaz mazout. Ouais, Donc ça, j'ai connu aussi le gaz, mazout. ouais. Pour Albioma, donc renouvelable un petit peu, charbon bagasse, et actuellement 100% renouvelable, là. Géothermie bouillante. Excellent. Et pour revenir justement à cette usine-là, quand on regarde toutes les sources, parce que là, on voit les différentes sources d'énergie dont tu as parlé, qui sont potentielles et qui existent dans le mix énergétique en Guadeloupe, euh, on peut se poser la question, pourquoi on ne produit pas plus d'énergie géothermique et est-ce que le potentiel maximal de production a été évalué? Est-ce qu'on sait combien de mégawatts potentiels on pourrait sortir de Guadeloupe Non, parce que pour faire ça, il faudrait faire des carottages sur tout au niveau de bouillante, Ouais. mais vieux habitants, en passant même, pourquoi pas, à Pointe-Noire, et à l'intérieur, et même en mer aussi, il faudrait faire ça au niveau. Donc, ça demande beaucoup d'argent. Ouais. Bon, maintenant, avec la technologie, et Ormat arrive à déterminer des failles. En fin de compte, ce sont des failles où aller forer pour ne pas se tromper. Et effectivement, donc, le potentiel est là. Maintenant, avec la technologie d'Ormat pour justement minimiser le coût en vapeur, c'est un échangeur, donc mettre en place. Donc, Ormat, au-delà on parlera tout à l'heure des projets, donc il y a d'autres projets par la suite qui pourraient justement faire passer actuellement de 7% de l'électricité provenant de la géothermie. En 2025, début 2026, 2026, début 2027, ça va être du 12-13% avec la centrale actuelle qui est en construction. Et d'ici 2030, passer de 12-13% aux alentours, on parle de 30%. Sérieusement? Donc, entre 25 et 30%. C'est énorme parce que la centrale qui projette de construire, Ouais. on parle entre 20 et 30 mégawatts. Waouh! Ce qui n'est non négligeable. Donc, rien qu'en énergie géothermie, donc on irait aux alentours de 25-30% du mix total de Guadeloupe. Donc, plus on va rajouter tout ce qui est fatal, les éoliennes et tout, on serait supérieur à 50%. Ah, non, mais déjà, je pense que sur le solaire éolien, on est pas loin des 40, hein. On n'est pas loin, Non? on est tout ça? Il me semble, mais D'accord, si on y est, tant mieux, mais aussi. Donc, il y a aussi des projets pour tout ce qui est le PV, le photovoltaïque, les éoliennes aussi. Ouais. Bon, après, ça fait du bruit, c'est instable sur le réseau, parce que eux, ils sont quand même limités, parce que par la CRE, qui est au-dessus d'EDF, la CRE, c'est la Commission de régulation électrique, qui décide, et qui décide du prix. C'est pas EDF qui décide, c'est qui décide du prix de vente, de rachat, et qui autorise en fonction des investissements à un prix, justement, ce fameux prix de rachat, et qui autorise aussi. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop d'énergie fatale provenant du PV et des éoliennes, parce que ça rendrait le réseau très instable. Et tout ça pour éviter à nouveau de retomber dans le système de blackout. Oui, qu'on a connu d'ailleurs. Qu'on a connu. Ouais. Et alors ça, c'est vrai que ça, c'est la particularité de nos îles, parce que quand on est sur des gros réseaux comme la métropole qui est connectée, enfin l'Hexagone qui est connecté à toute l'Europe, Bien sûr. on a une beaucoup plus grande stabilité du réseau que sur une petite île comme la nôtre, où Insulaire. là, je pense que quand on est en plein soleil à midi, on perd de l'énergie.
Ou alors, il faudrait la piloter vraiment Mais précisément pour c'est ça. prendre un max de ce qui vient du solaire pour... Au risque de rendre ce réseau, la gestion du réseau, c'est quand même capital pour EDF. Ouais. Et faire attention avec tous les producteurs, pas trop en mettre et éviter la preuve. Cette semaine, ce qui s'est passé, on a perdu les 3 tranches d'Albion 1. Peu importe, on les a perdus, mais ça a créé quand même un impact au niveau de la sucrerie de Gardel, qui n'avait plus de vapeur, Ouais. qui était à l'arrêt. J'ai vu hier soir qu'ils étaient en train de virer les cannes parce que ça pourrissait. C'est compliqué. Il y a plus de... Donc, au niveau économie, il faut faire. Donc, on ne peut pas se permettre non plus d'avoir un nouveau blackout, Non. parce que EDF s'est engagé quand même à respecter justement de nous fournir de l'électricité en permanence. Les gens payent, donc il faut faire attention à tout ça. Donc, la gestion du réseau, c'est quand même quelque chose de capital. Et c'est pour ça qu'en tant que producteur, on est là pour soulager le réseau, soulager en vendant l'électricité, bien sûr, il n'y a pas de raison. Ben voilà, mais tout en respectant les règles imposées par la commission de régulation. Ouais, il y a ça. Et il y a aussi une problématique. Peut-être que vous êtes impacté par ça aussi, ou peut-être pas parce que vous êtes déjà raccordé. Mais il y a une problématique des points de raccordement et du réseau EDF qui est sorti officiellement il n'y a pas si longtemps, là. Comme quoi, c'est compliqué pour EDF maintenant de prendre des nouveaux projets d'énergie renouvelable à haute d'ailleurs, mais des nouvelles sources d'énergie sur le réseau, parce que le réseau est comme saturé. Le réseau est saturé parce qu'à une époque, le réseau était construit. D'ailleurs, on voit les pylônes. Il faut savoir qu'il y a 63 000 volts au niveau tension, au niveau des pylônes. Bien sûr, après, il y a des piquages, c'est des postes de 20 000, et puis après, ça va alimenter les quartiers et tout ça. Mais effectivement, le réseau est saturé, là, maintenant. Et bon, ça, c'est le problème d'EDF. Donc maintenant, après, il faut qu'EDF aussi puisse permettre à des nouveaux arrivants, des producteurs, de pouvoir se connecter. Bien sûr. Alors, ils font ce qu'ils peuvent, mais le réseau, il est comme il est. Donc, pour changer le réseau, il faut changer les câbles, changer la section des câbles, ça coûte énormément. Donc, maintenant, je pense que c'est à EDF de voir comment... Alors, EDF est le transporteur, là. Oui. Alors, effectivement, et alors EDF d'ailleurs a lancé pour ceux qui écoutent, les petits génies qui écoutent là, EDF Pulse, ils ont lancé un concours adressé aux startups pour toutes les startups qui ont des solutions justement, entre autres, d'optimisation de la gestion de l'énergie sur le réseau ou pour les particuliers ou quoi. Donc, allez vous renseigner si vous avez des idées en écoutant. C'est pas mal, ça. Allez voir, parce que bon, c'est... c'est pas intéressant pour le particulier qui voudrait, par exemple, on sait très bien les panneaux sur les maisons. À une époque, ça pouvait rapporter. Bon, ça rapporte un petit peu moins puisque le prix de rachat de l'électricité a diminué pas mal, énormément, par rapport il y a 15 ans, 20 ans, où vraiment le prix de rachat était plus élevé. Et il y avait un gain non négligeable. Maintenant, les gens hésitent, mais il ne faut pas oublier qu'un jour ou l'autre, les pâturages de nos vaches et tout ça, à mon avis, ça finira par être loué par EDF ou d'autres concurrents, des producteurs, pour pouvoir installer des panneaux solaires. Maintenant, ils font ça super bien, ils mettent ça en hauteur, on peut travailler en dessous, on peut faire... Bon, maintenant, la technologie évolue et donc... Absolument. Voilà. Il y a plein de perspectives. Tu parlais justement, en parlant de perspectives, des perspectives de développement, d'investissement d'Ormat, et puis de ce qui se passe actuellement. Tu peux nous faire un petit point là-dessus? Oui, tout à fait. Alors, Ormat est arrivé en juillet 2016, donc a signé officiellement, donc a pris, entre guillemets, le contrôle justement en tant qu'actionnaire majoritaire. Donc 60% Ormat, 20% de la Caisse des dépôts, donc l'État, et 20% BRGM. BRGM elle a toujours un pied au niveau de la géothermie d'eau bouillante, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est quand même grâce au BRGM qu'on a justement ces centrales actuelles et ces turbines installées. Mais oui, donc à l'issue de Ormat est arrivé, a dit, ben voilà, moi j'ai des projets, je veux faire évoluer justement cette géothermie au niveau de la Guadeloupe.
On ne parlait pas encore des Antilles, des petites Antilles, les îles d'à côté. On m'a dit, ben, moi, 3 forages, je vais faire 3 forages et à l'issue de ça, je mets en place une nouvelle centrale. Ah bon, il y a eu le Covid, ça nous a pénalisé que de 2 ans, mais les derniers forages ont été terminés le dernier était il y a 1 an et demi, donc 3 forages. Ça a duré, c'était quand même exceptionnel de faire 3 forages quand même. Alors 600 mètres de profondeur, 1200 mètres et 2000 mètres, ce qui Pas rien. c'est pas rien. Donc sur les 3, 2 en réinjection, tellement que c'est important la réinjection, et 1 qui est destiné à l'exploitation, pour compléter justement cette nouvelle centrale. Et le projet, bien sûr, c'était de mettre aussi en place une nouvelle centrale, donc un autre process, c'est le process d'échangeur de chaleur, ORC, de 11 MW. Donc ça a commencé, vous avez pu voir pas plus tard que la semaine dernière dans France Antilles, pour ne pas nommer ce journal, justement donc un petit article sur le déchargement de 2 condenseurs énormes. Donc chacun pèse 100 tonnes. Donc monté sur un camion, remorque et tout, il y en avait pour chacun 152 tonnes. Ce qui n'était pas rien pour faire monter à bouillante. La montée à plateau, c'était quand même assez risqué, mais on a quand même des professionnels de la logistique et la manutention en Guadeloupe, donc qui ont assuré, au niveau sécurité, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a rien eu. On n'a pas bousillé quoi que ce soit au niveau des jardins, des maisons, tout s'est bien passé, pourvu que ça dure. Mais voilà, donc ça s'est très bien passé. Donc les gros, là il y a encore 2 cylindres des échangeurs eau de mer, eau douce qu'on va installer, mais ça pèse dans les 43 tonnes, donc c'est léger par rapport à ce qu'on a déjà installé. Et après, il n'y aura plus qu'à faire la connexion. Donc, cette installation est prévue de commencer à faire les essais, si tout va bien, fin 2026, début 2027, connecté sur le réseau. Donc, c'est-à-dire demain. Ben oui. Et donc, il y a un projet, que je parlais plus ou moins. Donc là, on est confronté à un problème de foncier. Et bien sûr, on attend beaucoup sur la mairie pour pouvoir nous aider parce que le foncier à bouillante, c'est compliqué. Donc, il y aura une partie terrain acheté par Ormat Géothermie Bouillante et peut-être une partie prêtée, louée ou par la mairie de Bouillante. Et donc, on est en train de voir justement, ils sont en train de voir comment on va pouvoir gérer ça. Et bien sûr, il y a un projet au niveau de la faille parce que j'ai parlé de la géothermie, ce sont des failles qu'on va chercher l'eau chaude, à pression, sous pression et à haute température. Donc, il y a une faille qu'on appelle Cocagne, il y a la faille de Marsol. Donc, ils sont en train de voir où est-ce qu'on pourrait installer cette nouvelle centrale d'ici 2030. Et là, on parle quand même d'une installation entre 20 et 30 MW, comme je vous ai dit en début. Ce qui ferait passer de actuellement 7% avec le BMBIS, donc en 2025-26, 12-13%, et on pourrait même passer entre 25 et 30% d'ici 2030-2032. C'était super proche. Ce qui est super proche pour des installations et des installations aussi énormes, parce que quand même, ça demande aussi un financement non négligeable. Eh oui. Voilà. Parce que la nouvelle centrale, là, qui est en train de se faire, on est aux alentours de 80 millions d'euros. Quand même. Ouais, voilà. Et donc voilà, donc c'est vraiment, ça se construit avec la mairie, évidemment, et du coup avec les riverains, et c'est des projets concertés. Mais les riverains sont partie prenante, bien sûr, parce qu'on ne fait rien sans communiquer. On ne peut pas, de toute façon. Et bien sûr, il peut y avoir des petits problèmes créés par tel ou tel mouvement de matériel ou pas. Et de toute façon, c'est réglé dans les jours qui suivent, les problèmes. Voilà, non, mais la communication, c'est capital pour nous.
Et c'est de bien dire aux riverains, justement, et à la population, qu'est-ce qu'on va faire. C'est pour ça qu'on a communiqué quand même aussi au niveau de Bouillante sur ce qu'on allait faire. Donc la mairie, les politiques sont au courant de tout ce qu'on va faire. De toute façon, on ne peut pas décharger du matériel comme ça sans avoir l'autorisation de l'ADL au niveau maritime. Bien sûr. Voilà. Donc, Ah ouais, non, mais en tout fait, le monde. ce que tu dis pas aussi là-dedans, c'est qu'il y a l'aspect super technique de l'installation en elle-même, et il y a aussi l'aspect réglementaire. Qui est long. Réglementaire administratif, où on sait ce que c'est l'administratif au niveau de la France. Ouais. Et puis c'est lourd, c'est long, mais on a quand même au niveau de la DEAL ici en Guadeloupe qui nous accompagne. Je rappelle que la DEAL, c'est la police des industriels. Oui, quelque part. Oui. La DEAL est là pour sanctionner si c'est pas respecté, l'arrêté préfectoral, par exemple. Mais la DEAL nous accompagne très bien et ça se passe très bien, les communications, les échanges justement avec cette partie, enfin, la filière au niveau de la préfecture qui est l'ADL. Ouais, complètement. Surtout qu'en plus, vous évoluez dans un milieu qui est quand même assez sensible, parce que vous êtes au pied du parc, quoi, la Bouillante. On est au pied du parc, mais surtout, c'est la première fois, j'en ai fait quand même pas mal de centrales, c'est la première fois que je vois une centrale en ville. C'est vrai. En ville. Ville, ouais. À côté de la clôture, il y a le stade et il y a des voisins. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est clair. Moi, c'était dans le désert, perdu dans la forêt, ou enfin bref. Ah, c'est très particulier, ouais. Donc, et c'est pour ça, pour dire quand même que Ormat, ils ont breveté leur système, mais avec du pentane. Le pentane. Le fameux liquide dans l'échangeur, un échangeur. C'est un échangeur. Donc, eux, ils vendent ça avec du pentane. Et donc, quand on leur a dit, ils sont arrivés avec le projet, on leur a dit, enfin, la DA, les gens ont dit, mais ouais, il y a du pentane et tout. Pourtant, ils étaient prêts à faire des murs à 60 cm d'épaisseur, sur 13 mètres de haut, justement, en cas de blève, justement, pour pouvoir diriger le flux vers le haut. Ils ont dit non. Les gens ont dit non, il va falloir trouver un autre système. Et c'est de là, bon, ça a duré quand même un an. Ils ont pas perdu, mais bon, il fallait faire changer cette façon de penser. Et donc, ils sont revenus en proposant à la place du pentane un fluide réfrigérant qui est non explosif, non inflammable, pas de risque. Génial. Aucun. Donc, c'est le même fluide qu'on utilise dans les climatiseurs. Donc, voilà. Pas de danger, aucun danger. Donc, quand on a présenté ça, quand ils ont présenté ça au niveau de la population et des politiques, les gens ont dit « Ok, pas de souci. » Mais il a fallu quand même changer leur façon de penser. Et faire changer les Américains, leur façon de... C'est compliqué. Parce qu'eux, ils arrivent, c'est eux qui ont raison. Et c'est... Voilà. Mais quand même, ils se sont pliés aux demandes, justement, des riverains. Voilà. Ils ont été réactifs parce qu'en un an, arriver avec une nouvelle solution technologique et la breveter. Ils sont très bons. Non, ils sont très bons. Ouais. C'est ça, en fait, qu'on réalise pas, c'est parce que ça a l'air simple dans le principe. On prend de la chaleur, on fait tourner une turbine. En fait, c'est très compliqué de savoir où est-ce qu'on creuse, comment on exploite ça, comment on optimise pour que ce soit rentable. Et tout à fait ça. Il y a des projets citoyens associatifs. J'ai déjà été invité comme ça à des réunions de table ronde de personnes qui parlent mais sur la géothermie et je comprends l'idée et l'intérêt parce qu'on se dit on a une mine d'or quelque part sous nos pieds. Mais la réalité des choses est que les investissements et le niveau de connaissance, on va dire ce qu'on appelle la barrière à l'entrée pour faire la géothermie est super haute. Moi aussi, j'entends parler, il y en a qui se permettent de parler de géothermie, mais derrière ça, malheureusement, ces personnes qui se permettent de parler de géothermie ne viennent pas nous voir, parce que nous, ça fait quand même depuis 70. Les recherches ont démarré en 63. Donc, la géothermie, il y a eu l'historique derrière. Donc, les gens qui sont à la centrale exploitent la centrale depuis des années. Donc connaissent. Mais ceux qui parlent de la géothermie ne viennent pas nous voir pour pouvoir comprendre notre fonctionnement. Et c'est pour ça, parfois, je suis assez déçu
pour ne pas dire autre chose. Voilà, venez, on visite, je fais visiter, on fait visiter la centrale, on paye quelqu'un pour visiter. Voilà, quand il y a des experts et tout, moi-même, je me libère, je fais visiter justement pour comprendre justement le phénomène et comment ça fonctionne et pourquoi justement les personnes qui sont à la centrale sont formées depuis des années, connaissent justement les conséquences si on ne respecte pas la réglementation, mais si on ne respecte pas, même pour leur santé et tout ça, telle ou telle fonction au niveau de l'exploitation et au niveau de nos rejets, par exemple, au niveau de tout ça. Et tout ça, c'est surveillé, c'est contrôlé, et bien sûr, on a des comptes à rendre, hein, comme tout le monde, hein, comme tout industriel, à la DEAL et à la DGEC à Paris. On va partir au mois de, comme chaque année, fin mai, on va rendre compte de ce qui s'est passé pour l'année précédente, c'est-à-dire 2024. On va expliquer, voilà, on a eu des problèmes par-ci, ça s'est bien passé par-là, l'exploitation, les projets en cours, et chaque année, on fait ça. On est obligé, et c'est dans l'arrêté préfectoral. Ah ouais. Bah ouais, c'est super contrôlé, évidemment. Bien sûr. On va enchaîner par un petit set de questions rapides. Allez, Alors, ça va parfois reprendre ce qu'on a déjà dit, mais ça sera en plus condensé. Info ou intox? hop, T'es prêt? allez, Alors, la géothermie peut provoquer des tremblements de terre. faux. On pourrait produire 100% de l'électricité guadeloupéenne avec la géothermie. Pas pour tout de suite. L'énergie géothermique est plus chère que l'énergie fossile. Actuellement, je dirais qu'elle n'est pas plus chère. Maintenant, c'est pas comparable. D'accord. C'est pas comparable parce que quand on a fait un puits qui coûte 7 millions d'euros, on met une installation de 80 millions, il y a tant d'années d'amortissement. Voilà. Le pétrole, avec les lois qui sortent et tout, maintenant, c'est peine perdue. Même si Trump essaye de changer la façon, mais ça va durer combien de temps? Un jour ou l'autre, on ne sait pas. Donc, c'est pour ça c'est compliqué de dire si c'est de comparer. Le développement de la géothermie est bloqué à des niveaux politiques. Ça l'a toujours été. Mais ça commence, nos politiques commencent à prendre conscience de l'importance de la géothermie. Donc, ça se débloque. Super. La géothermie est une énergie intermittente comme le solaire et l'éolien. Faux. L'eau chaude utilisée par la centrale est rejetée en mer. Vrai, mais à une température qu'on doit respecter, comme j'ai dit en début, de moins de 45 degrés. Le maximum qu'on peut respecter, c'est on ne doit pas dépasser 45. Et c'est pour ça qu'en été, l'an dernier, on a eu beaucoup de soucis justement pour maintenir nos 2 turbines en service, parce que l'eau de mer, il montait à plus de 32 degrés. Rappelez-vous, c'était mondial. Et l'eau de mer, c'est notre source froide pour condenser, refroidir. Si notre source froide gagne 1 degré, nous, en sortie, on va gagner 1 degré. Donc, on était limite 45 et il a fallu baisser en puissance au niveau des turbines, justement pour ne pas, pas dépasser les pour pas dépasser les 45 degrés. La Guadeloupe pourrait devenir un leader mondial de la géothermie. Non, parce qu'avant nous, il y a eu quand même, au niveau de l'Europe, oui, au niveau de la France, bien sûr, puisqu'on est, pour l'instant, on est unique. Non, il y a quand même, par exemple, l'Islande, la Nouvelle-Zélande, ce sont des gens des précurseurs à ce niveau-là. Voilà. Il existe encore des sites inexploités en Guadeloupe. Alors, pour l'instant, il n'y a que Bouillante, la partie Bouillante, vieux habitants et tout ça. Il y a la partie de le Mont Moscou, côté Cap-Esther, qui, alors on peut le dire, hein, oui, bien, parce que il y a Albioma qui a eu une autorisation pour faire de la recherche. Et de l'autre côté vieux habitants, il y a un autre, c'est Géothermie de Guadeloupe, pour ne pas, donc c'est Ok. qui font aussi des recherches pour voir si on peut mettre en place, déjà faire des forages et mettre en place une turbine, une centrale turbine.
Mais il faut savoir, comme je vous ai dit, il faut au moins entre 12 ans pour pouvoir conclure justement, produire de l'électricité. Donc, c'est pas sans coût, mais c'est pas fait. D'accord. Donc géothermie de Guadeloupe, c'est une autre entité qui C'est est... une autre entité, voilà. D'accord. Voilà. Nous, c'est géothermie bouillant. Oui, ok. Très bien, super. Euh, je sais que tu enseignes, tu n'en as pas parlé tout à l'heure, mais tu enseignes aussi à l'université. Oui, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, justement, partager. Et oui, j'enseigne au niveau pour tous les risques, sur les risques industriels et technologiques. Et bien sûr, j'intègre aussi la partie SMI, QSE, Système de Management Intégré, Qualité, Environnement, Sécurité, que D'accord. j'aime bien, parce que je suis directeur qualité, environnement, sécurité à la géothermie de Gouillante. Mais je suis aussi officier expert au S10 sur les risques RNBC, nucléaire, biologique, chimique, incendie, ATEX, atmosphère explosive et tout ça. Donc, par exemple, j'accompagne aussi les pompiers pour... le but, c'est de passer dans les entreprises classées ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, et Céveso, et ou Céveso, de façon à les accompagner pour voir si ils respectent la réglementation, et sinon, de les accompagner pour qu'ils puissent respecter, faire des exercices avec les pompiers. Donc, je ne suis pas là en tant que gendarme ou quoi que ce soit, justement pour les accompagner et de façon à pouvoir justement respecter cet arrêté préfectoral. Ouais, ok. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui veulent se lancer dans les métiers de l'énergie et des énergies renouvelables, ça serait quoi? Moi, je dirais que, et ça a toujours été ma devise, c'est quand on veut quelque chose, quand on veut obtenir quelque chose, il faut avoir la motivation. On se fixe des objectifs, mais il faut derrière avoir la motivation pour pouvoir les atteindre. Peu importe. Dans l'énergie, dans la mécanique, ce que je t'ai pas dit, j'ai commencé comme mécanicien dans la marine. Ok. J'ai fini atomicien, réacteur nucléaire. Donc, il n'y a pas de barrière. Ne pas se mettre de barrière en disant, et j'en ai vu justement des jeunes Guadeloupéens pour dire, ouais, mais moi, ceci, j'ai des problèmes. Non, on n'a pas de problème. On n'est pas comme les autres, mais on n'a pas de problème. Maintenant, c'est est-ce qu'on a suffisamment cette motivation, l'envie de faire, de chambouler, de modifier son environnement pour pouvoir atteindre ses objectifs. Pour moi, c'est capital, ça. Exact. C'est vrai, c'est quelque chose qui mérite d'être répété et dit parce que l'intention, la motivation, c'est à l'origine de tout, quoi. C'est valable pour tout. Ouais. C'est valable pour tout. Pour peu importe ce qu'on fait comme métier. Mais du moment qu'on le fait, quand j'habite à Saint-François, je me lève tous les matins, je vais à Bouillante, je traverse les Mamelles quand j'arrive en haut des Mamelles. Qui est du brouillard, qui n'est pas de brouillard, je me dis, et j'ai de la chance. Ouais. J'ai de la chance de travailler sur mon île, de traverser tout cet environnement, de partir de Saint-François, d'arriver en haut, il fait 16 degrés, suivant à 6 heures. C'est fabuleux. Je descends Mao, je vois la mer, c'est magnifique. Ouais, c'est clair, on vit sur une belle île. Voilà. Ouais. Faut profiter. Ouais. Si les gens veulent s'intéresser, visiter le site ou avoir des infos, comment est-ce qu'ils font? Il y a une dame, pardon, qu'on a connue, elle a passé son master d'ailleurs en alternance chez nous, Sylvia Fibel, qui a monté sa société, hein, et on l'a accompagnée justement, Caraïbes Factory, et qui est très bien. Donc j'ai eu de la chance de la former, de lui faire comprendre, parce qu'elle ne vient pas de l'énergie, et de comprendre un petit peu tout ce qui est énergie, et donc les centrales. Elle explique très bien la centrale, elle fait des visites fabuleuses, et il faut la contacter. Il suffit de voir Sylvia Fibel, Caraïbes Factory. Elle est sur Internet, sur Facebook et tout ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi nous contacter à la géothermie, hein.
C'est pour pour les étudiants qui veulent un petit peu avoir plus d'informations au niveau technique, scientifique. Il n'y a pas de souci, on est là, on se met à disposition justement pour leur expliquer un petit peu le fonctionnement de la centrale. Il y a un site internet qu'on peut donner Alors, je sais même si ça fait longtemps que je n'ai pas dit, géothermie bouillante, Ouais, là. ouais, Mais il n'est pas tout à fait à jour, mais bon, il y a voilà. le contact. Ça. On cherche peut-être un jeune motivé, on verra bien. Il y a Une annonce, un stagiaire. un stagiaire, ouais, voilà, qui permettrait justement. Donc, on verra. Et ben voilà, si vous entendez ça et que vous êtes intéressé, vous pouvez toujours faire signe. Pas de souci. Merci beaucoup Bernard. Ben, je t'en prie, Bertrand. Merci. Cette émission, elle est super. Ben, j'aime bien parce que je te suis de temps en temps aussi, je regarde. Et vraiment, c'est très bien ce que tu fais et je te félicite et de faire comprendre aux Guadeloupéens, des jeunes, des moins jeunes, peu importe, l'importance au niveau de tout ce qui est énergie, peu importe le domaine, mais que les gens puissent comprendre et c'est important parce que je vois juste, hein, pour terminer, je vais me baigner, les gens pensent connaître la géo, ils racontent Oui. de l'eau qui viennent de la montagne ou de... Non. Alors, j'ai fait mettre un petit panneau. C'est marqué un petit peu, simplifié. On peut le lire. C'est à la portée de tout le monde. À partir de 12 ans, je pense qu'on comprend un petit peu. Et pour ne pas raconter trop de bêtises. Ouais. Donc, c'est important. C'est important de connaître un petit peu son environnement. Et on a de la chance. On vit sur une belle île. On a tout ce qu'il faut. On a toutes les énergies. On a cette chance. Hein. On est le seul département en France à avoir toutes ces énergies. Le solaire, les éoliennes, la géothermie, la bagasse. Voilà, on a tout ça. On a tout. Voilà, on peut être fier. Exactement. Et moi, je le suis parce que, en tant que Guadeloupéen, je suis fier de... Et puis des jeunes qui sont motivés pour faire des choses, je les rencontre à l'université, je les vois, ils viennent me voir, ils sont friands justement de connaissances et d'apprendre et de me connaître. Et ça me fait plaisir, vraiment. Yes, nous aussi, c'est vraiment un plaisir de rencontrer tous les acteurs et puis de faire partager. Et c'est vrai que c'est parti de cette idée de souvent entendre des choses qui n'avaient pas rapport avec la réalité. Et puis en même temps, des gens qui travaillent, qui font plein de choses, mais qui ne sont pas connus. Donc voilà, merci en tout cas pour tes encouragements. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On espère que ça vous a plu, que vous avez encore appris des choses. N'hésitez pas à partager, c'est comme ça que vous allez nous aider au mieux. À nous poser des questions, des commentaires, ça nous fait plaisir de répondre. On aime bien quand il y a des débats, des échanges qui se passent aussi. C'est à ça aussi que ça sert. Et je vous souhaite à tous une super bonne semaine et je vous dis à bientôt. Régénération Caraïbes, le podcast.